Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne rentrée. Et oui, c'est déjà la rentrée. L'école a repris dans pas mal d'États, un petit peu partout aux États-Unis. Merci de vous connecter à l'heure pour, comme tous les mardis, on fait un webinaire French Morning où on essaie de vous donner quelques conseils pour votre vie d'expatrié. Aujourd'hui, on va parler du retour en France, la réimpatriation. On a au programme la planification patrimoniale. On va essayer de voir les conseils pour la gestion de vos actifs, épargne, immobilier, retraite. On va parler fiscalité. On va essayer de comprendre les implications fiscales du retour et puis optimiser la gestion de l'épargne retraite. Nos experts du jour, ils sont trois. Le premier sera Alexandre Quentin. Il est avec Adrien Hérault. Ils sont tous les deux associés chez USA France Financial, cabinet de gestion de patrimoine transatlantique qui accompagne plus de 1300 familles un petit peu partout aux États-Unis, y compris celles qui rentrent en France. Ensuite, on a Olivier Sureau, CPA, expert comptable, associé et fondateur du cabinet Jade Fiducial, un cabinet d'expertise comptable avec une dizaine de bureaux à travers les États-Unis. N'hésitez surtout pas à poser des questions. L'idée, c'est qu'on puisse échanger à la fin de la présentation. Je vais donner la parole à Alexandre et puis moi, je reviendrai pour te poser un maximum de questions, Alexandre. Bonjour. Merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran et on va se lancer dans le vif du sujet. Parfait, en quelques mots sur USA France Financials, on est maintenant une équipe de 20 Français et un Américain. On est basé à Philadelphie, San Francisco, Los Angeles, Miami et New York. Et on permet aux cadres, entrepreneurs français qui sont basés ici aux États-Unis de gérer leur pratique financière. Donc ça prend bien évidemment en considération tous les aspects, que ce soit de succession, de retraite, de protection familiale, de placement. Tous les aspects qui puissent avoir un impact sur notre futur financier, on est capable d'apporter une valeur ajoutée. Et cela, que vous restiez pour le reste de votre vie aux États-Unis ou que vous rentrez un jour en France ou ailleurs, on a cette capacité d'ajouter cet élément de flexibilité ou de portabilité si besoin est. Et voici le thème pour aujourd'hui, c'est en effet ce retour en France. Et ce que je vous propose pour notre partie, avant que Olivier puisse aborder la partie fiscale, c'est de notre côté de un, quelle est la checklist pour ce retour en France, hein, l'aspect administratif, on va rentrer dans les détails de cette checklist hein, pour ne pas oublier un certain nombre de choses importantes. Deuxièmement, c'est que faire de nos comptes de retraite ici aux États-Unis, quelles sont mes opportunités et dernièrement, quelles sont les opportunités patrimoniales aux États-Unis avant son retour, de peut-être laisser de l'argent aux États-Unis qui puisse avoir un impact sur sa stratégie patrimoniale globale internationale. Il y a des opportunités où on va garder des avantages financiers, fiscaux et légaux. Et donc, ça a totalement du sens de potentiellement laisser des actifs ici aux États-Unis si vous en avez la possibilité. Donc, on va faire un point sur ces trois aspects. Et je vais tout d'abord laisser la parole à Adrien pour rentrer dans les détails de cette checklist. Parfait, merci Alexandre et bonjour à tous. Alors comme l'a dit Alexandre, hein, aujourd'hui on va faire un point, hein. On va commencer par l'administratif, on va faire un point sur tous les éléments importants avant votre retour en France. Alors, un point, une question qu'on nous pose souvent, et cette présentation ne sera pas envoyée. Par contre, hein, Romain l'enregistre, hein, il y aura un replay, et également si vous souhaitez prendre des screenshots, hein, spécialement de cette checklist, n'hésitez pas. Alors, premier point important, c'est la santé. Lorsqu'on rentre en France, ne pas oublier hein, de bien récupérer ses dossiers médicaux hein, pour que lors du retour, on n'ait pas de soucis. Mettre à jour sa carte vitale, parce que depuis le départ, généralement, euh, elle n'est plus à jour. Et attention, il y a un délai de 3 mois pour avoir accès à ses droits. Alors, ce délai de 3 mois, il ne s'applique pas forcément si vous êtes de retour et que vous êtes employé dans une société. Par contre, hein, pour les personnes, on m'a posé la question la semaine dernière, pour les personnes qui sont en retraite et qui reviennent en France, hein, effectivement, ils vont devoir attendre 3 mois pour pouvoir justifier leur domicile en France pour pouvoir réactiver leurs droits à la santé hein, en France. Prochain point, c'est la scolarité. Important, hein, quand on a fait une expatriation ici aux États-Unis, qu'on a eu des enfants aux États-Unis, important de s'assurer hein, de bien avoir les équivalences pour pouvoir inscrire ses enfants, que ce soit à l'école primaire, au collège ou au lycée, qu'il n'y ait pas de difficulté, que la transition hein, se fasse de la façon la plus smooth possible entre les deux pays. On va passer au rapatriement des biens et de vos voitures. Donc, tout ce qui va être meubles, voitures, hein, important de bien faire l'inventaire hein, de tout ça, d'avoir 2 exemplaires de votre inventaire, remplir la déclaration d'entrée en franchise
Et si vous faites rapatrier une voiture, hein, c'est un process qui est peut-être un petit peu compliqué, mais il faut immatriculer son véhicule en France lorsque vous l'importez de l'étranger. Pour les animaux, alors pour les animaux, première chose importante, c'est que la France, pour que votre chien soit, enfin, ou votre animal soit de retour en France, il faut bien qu'il ait une puce électronique euh, et s'assurer qu'il ait toutes les vaccinations à jour. Pour les animaux qui ont moins de 3 mois non vaccinés, ils ne risquent de pas être, s'ils ne sont pas autorisés à entrer sur le territoire français. Quelque chose des tips là-dessus, lorsque vous êtes en France, votre animal est en France, n'hésitez pas à lui faire. Maintenant, quand vous allez chez le vétérinaire, vous avez le droit de leur faire un passeport européen. Et ensuite, votre animal pourra voyager avec vous dans la plupart des pays de façon extrêmement facile. Hein, donc, n'hésitez pas à le faire. Pour les procédures administratives, pour les personnes qui rentrent en France pour le conjoint, la conjointe, n'hésitez pas à faire une demande de visa long séjour si besoin est, hein, de bien faire le changement d'adresse entre la France et les États-Unis, tout l'aspect administratif, euh, faire un certificat de changement de résidence, ce sera important, ne serait-ce que pour les banques, parce que généralement, vous avez un taux d'américanisation, hein. Avoir ce certificat qui est fait par le consulat, ça vous permet d'avoir accès à la plupart des services bancaires sans avoir un peu ce stop. Demander la radiation au registre des Français hors de France, c'est important. S'inscrire sur les listes électorales, hein, ça c'est un point qui revient souvent. Des personnes qui s'en occupent malheureusement au moment des élections et qui, ben, par le temps que le process prend, ne pourront malheureusement pas voter. Et puis également, hein, si vous avez un permis qui est non européen, bien s'occuper de le transférer lors de votre retour en France. Au niveau de la retraite, alors ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Il y a une très bonne convention entre la France et les États-Unis. Hein, si vous avez travaillé aux États-Unis 10 ans, soit 40 trimestres, hein, vous avez la possibilité d'avoir votre retraite. Alors attention, si vous n'avez pas travaillé 10 ans, est-ce que vous perdez ce temps de contribution? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que grâce à la convention qui a en place entre la France et les États-Unis, en faisant jouer cette convention-là, hein, vous allez pouvoir faire valoir vos trimestres en français aux États-Unis, vos trimestres américains en France. Et là, hein, il vous faudra 6 crédits américains pour pouvoir ouvrir vos droits. Attention, les conventions sont bilatérales. Donc, si vous partez travailler dans d'autres pays, hein, bien s'assurer que vous ayez la CFE, pas qu'il y ait de problématiques lors de cette prochaine expatriation. La taxation des produits de retraite, bah, je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet. On a Olivier aujourd'hui avec nous qui, lui va pouvoir aborder ce sujet plus en détail, plus particulièrement, je crois que c'est l'article 18, si je ne dis pas de bêtises. Lorsque que vous êtes en retraite, hein, et bien demander vos droits de retraite dans le pays de résidence. Également, c'est une question qui nous est souvent posée. Comment est-ce que je fais pour faire jouer les conventions? Généralement, nous, on vous conseille, hein, de travailler avec des cabinets qui sont spécialisés là-dedans, comme par exemple le cabinet Nouvelle Vie avec qui on donne souvent des conférences, hein, mais toujours commencer par demander vos droits dans votre pays de résidence et de faire jouer la convention, hein, très important. Également, un petit lien qui vient de se mettre en dessous tout à l'heure sur le slide précédent, hein, le consulat a un super site web. N'hésitez pas à l'utiliser, c'est plein d'informations pour vous. Au niveau de la fiscalité, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'encore une fois, on a la chance d'avoir Olivier avec nous aujourd'hui. Hein, faites bien un point sur votre statut fiscal. Faites attention à toutes les obligations que vous avez. Au niveau du logement, bien s'assurer, lorsque vous êtes en France, d'avoir une assurance habitation. Avoir un justificatif de domicile, alors que vous soyez installé chez vous ou pas, si par exemple vous rentrez en France de façon, je ne sais pas, temporaire, dans un bien de votre famille, etc., n'hésitez pas à avoir une lettre qui certifie sur l'honneur que vous êtes résident fiscal français depuis cette date. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle du début, hein, la partie santé, vos droits de santé s'ouvrent au bout de 3 mois. Hein, donc le plus tôt vous avez ce justificatif, le mieux c'est pour lancer ce compteur-là. Et puis, demande à l'aide au logement si besoin. Voilà pour cette checklist. Je vais redonner la parole à Alexandre, qui lui va pouvoir rentrer un peu plus dans les détails de la retraite et surtout quoi faire de votre 401k en cas de retour en France. Absolument. Et nous avons quelques options à notre disposition pour notre 401k. La première, c'est de ne rien faire. Et ce n'est pas grave d'une certaine manière, puisque ce n'est pas perdu. Mais vous serez toujours bloqué, on va dire, dans les 20 à 25 solutions à la disposition dans votre 401k. On a généralement
20-25 mutual funds que l'on peut choisir. Soit on choisit un target qui se rapprocherait de notre retraite, et ce qu'on appelle un tactical mutual fund, où il y a une allocation qui, plus on gagne en âge et plus l'aspect obligataire va gagner de l'importance au sein du 401k, ou on peut faire sa propre allocation, mais on va être bloqué dans 20-25 options. Il faut savoir également que quand on est maintenant ancien employé, certains frais administratifs du 401k maintenant sont à la charge de l'ancien employé, donc des frais plus importants quand vous allez partir de votre employeur. Donc, c'est une première option. On peut ne rien faire et le laisser dans l'ancien 401k. Voilà. La deuxième option, c'est de tirer avantage de l'exemption qu'on appelle 72T, c'est-à-dire que vous pourriez sortir un montant équivalent sur votre espérance de vie chaque année pour éviter les pénalités si vous avez moins de 59 ans et demi. Pour redonner un tout petit peu la fiscalité du côté américain de la sortie du 401k, c'est que si vous sortez l'argent avant 59 ans et demi, vous aurez une pénalité de 10%, mais il faut savoir que chaque dollar qui sortira du 401k avant 59 ans ou après, chaque dollar qui sort sera taxable sur le revenu. Puisque généralement, vous avez mis de l'argent dans le 401k avec une déduction fiscale. Lorsque vous avez mis de l'argent dedans, il sera déféré fiscalement et chaque dollar qui sort sera taxable sur le revenu. Olivier parlera de justement l'article 18 de la Convention bilatérale qui vous donnera la fiscalité franco-américaine. Mais pour éviter ces 10% penalty, quand on a moins de 59 ans et demi, on pourrait tirer avantage de cette exemption pour sortir un montant égal chaque année pour pouvoir sortir cet argent avec fiscalité, oui, sur le revenu, mais pour éviter la pénalité. C'est assez rare, mais c'est une possibilité. Une troisième option, c'est de transférer son argent vers un IRA. Donc évidemment, un Roth IRA, si vous avez un Roth 401k, évidemment, il y a l'équivalent entre le 401k et le Roth 401k. Qu'est-ce qu'un IRA? C'est un Individual Retirement Account. C'est la même chose qu'un 401k, mais cette fois-ci de manière individuelle. Vous allez avoir votre propre compte de retraite sur laquelle vous allez vous ouvrir l'ensemble des opportunités patrimoniales à votre disposition, que ce soit des investissements classiques, de retrouver des mutual funds, des ETF, des actions directes, etc., mais potentiellement utiliser certains instruments d'assurance qu'on appelle des annuities, qui sont spécialisés pour ces comptes de retraite. Et cela peut être potentiellement intéressant. On va voir qu'il existe deux sortes d'annuities, mais on peut y mettre ce que l'on veut au sein d'un IRA. Commençons par ce premier type d'annuities. Généralement, il est considéré, ce type d'annuities, on va dire jusqu'à l'âge de 50, 55 ans. Ça a beaucoup de sens de le considérer. Vous avez moins de cet âge-là, généralement, le capital annuity va être une très bonne option à considérer. Alors, comment ça fonctionne? Vous allez déposer, donc vous avez 401k, vous allez le transférer vers l'IRA et de l'IRA, vous allez y déposer un capital annuity. Il y a beaucoup de compagnies d'assurance qui le font. Nous, à USA France Financials, on est indépendants, c'est-à-dire qu'on va aller chercher la meilleure offre qui existe sur le marché. Généralement, ces offres changent chaque semaine, donc il faut avoir une veille concurrentielle pour pouvoir savoir quelle est la meilleure offre du moment. Mais voilà à peu près comment ça fonctionne. Vous serez 100% investi sur le S&P 500 ou sur un autre index, ça peut être le Nasdaq ou le Russell 2000, etc. On va prendre en considération le S&P 500, les 500 plus grosses capitalisations américaines. Et on va être 100% agressif. Même si on est plutôt, on va dire, conservateur de nature et qu'on est un petit peu frileux avec les marchés, là, on va avoir l'opportunité d'être 100% agressif sur les marchés, d'aller vraiment chercher le rendement, puisque une des raisons, c'est qu'on va avoir un niveau de protection en cas de baisse. Alors, c'est un produit qui généralement dure 6 ans, renouvelable indéfiniment, et à la fin des 6 ans, si le marché est en baisse, on a un niveau de protection qu'on peut choisir. Moins 10%, moins 15%, moins 20%, voire même également des solutions 100% sécurisées. Aucune chance de perdre de l'argent à l'issue des 6 ans. Mais évidemment, plus on aura de niveau de sécurité à la baisse, moins on aura de potentiel de rendement. Je vais prendre l'exemple de moins 10%. Donc, dans un exemple de moins 10%, si à la fin des 6 ans, le S&P est fini à moins 9%, on n'a rien perdu. S'il finit à moins 11, on n'a perdu que 1. S'il a perdu moins 22, on aura perdu 12. Les premiers 10% sont protégés en cas de perte. À l'inverse, si le marché finit en hausse, on va avoir un rendement potentiel illimité et également avec des coefficients multiplicateurs qui sont ce qu'on appelle des participation rates, qui sont par exemple de 125%. Donc 1,25 fois l'augmentation des marchés illimitée. Donc si le S&P a pris, disons, 10%, on sera crédité 12,5. S'il a pris 100%, on serait crédité 125%, et ainsi de suite. Nous avons des boosters de rendement à la hausse, et cela pour un frais qui peut être au minimum de 0%. Il y a des solutions à 0% et il y a des solutions qui vont généralement jusqu'à 1, 15 ou 1,25%. La différence de solutions avec un frais ou sans frais sont qu'on peut, avec des frais, booster les rendements.
avoir peut-être du 1,35 ou 1,45%, donc des coefficients multiplicateurs plus élevés lorsqu'il y a des frais associés. Il y a des solutions également à 0% de frais, où on a également des coefficients multiplicateurs, mais évidemment, ce serait moins important que si vous êtes confortable de payer un frais pour avoir des coefficients multiplicateurs beaucoup plus élevés. Donc, ce type d'instrument-là va nous permettre de rester sur les marchés financiers, d'avoir plus de potentiel de gain, avec un niveau de sécurité en cas de baisse et des coefficients multiplicateurs en cas de hausse, et tout cela potentiellement pour des frais de 0%. Donc, ça peut être très intéressant de considérer ce type d'instrument-là au lieu de rester sur un portefeuille potentiellement diversifié, géré pour nous dans un target 2035 ou 2040 qui n'est pas forcément adapté à ce que l'on recherche et qui a moins de potentiel de rendement sur l'avenir. Donc voici une première option en termes d'annuities. Un deuxième type de solution serait de considérer ce qu'on appelle des income annuities. Je vais vous donner un exemple de ce qu'on appelle un fixed income annuities. Pourquoi est-ce que je vous donne cet exemple-là? Parce qu'en ce moment, il se passe quelque chose d'assez intéressant. Les taux d'intérêt de la Fed, de la Banque centrale américaine, sont élevés, beaucoup plus élevés que ce qu'on a connu dans les presque 20 dernières années. Et à ce titre, en tout cas depuis 2008, et à ce titre, ce type d'instrument-là bénéficie de ces taux d'intérêt élevés. On s'attend potentiellement déjà à une baisse des taux d'ici le mois de septembre. On verra ce que la Fed décidera. Mais il y a une window, il y a vraiment une opportunité en ce moment de saisir ce type d'instrument-là. Donc, comment ça fonctionne? Pareil, on a de l'argent dans le 401k, on le transfère vers un IRA et on y positionne ce qu'on appelle un fixed income annuity. Et certains de ces instruments vont nous permettre, par exemple, si vous déposez 100 000 dollars au sein de l'instrument, eh ben, pour le compte de générer un revenu garanti pour le reste de notre vie, eh ben, par exemple, si quelqu'un a 55 ans et souhaite prendre des revenus à partir de 65 ans, alors on n'est pas obligé de choisir quand on a 55 ans, quand on choisit les revenus, on peut choisir à tout moment de commencer à 59, 60, 61, mais imaginons qu'on a 55 ans et qu'on avait 100 000 dollars dans un 401k, qu'on le met dans l'IRA et qu'on souhaite potentiellement avoir des revenus à l'âge de 65 ans, eh ben, que va devenir ce capital-là? Ce capital-là va rester investi, mais si vous êtes confortable d'avoir des revenus garantis à vie, vous allez avoir une autre colonne, et dans cette autre colonne, la compagnie va vous donner un bonus immédiat de 30%. Donc, on va passer à 130 000 dollars directement. Et pour chaque année qu'on va attendre, il y aura 8% de rendement compounded. Donc 8% sur la base de 130 000, puis 8% sur la base de 8% qui a dès que j'ai gagné 8% sur 130 000, et ainsi de suite, pour arriver, on va dire, 10 ans plus tard, à proche de 280 000 dollars, qui serait la base sur laquelle va être calculé les revenus garantis à vie. Et vous allez avoir à peu près 5% de revenus garantis à vie sur cette base-là. Donc pour essayer de battre 30% d'augmentation day one plus 8% compounded net de frais pour arriver à peu près à 280 000 dollars, quasiment du x3 en 10 ans, et d'avoir 5% de revenus garantis basés là-dessus. 5% de 280 000, si je fais mes maths, ça fait après 14 000 dollars de revenus garantis à vie. Et donc, ça fait 14 000 dollars de revenus garantis à vie à l'âge de 65 ans pour 100 000 dollars positionnés. Évidemment, si c'était 1 million de dollars, ça ferait 140 000 dollars de revenus à vie, et ainsi de suite. Et c'est pour le reste de votre vie. Il n'y a aucun... Donc, c'est-à-dire que quand vous déposez cet argent-là, il n'y a plus de risque de marché. Vous déposez cet argent-là et ça, c'est le minimum garanti que vous pouvez avoir. Évidemment, si vous pouvez prendre ça à 60 ans, mais 60 ans, ce serait ce montant-là de 30% d'augmentation, 8% comparé sur 5 ans et à peu près 5% de ce revenu-là pour le reste de notre vie. Voilà. Ces instruments-là peuvent jouer un rôle clé dans la partie qu'on appelle flooring du patrimoine. Parce que généralement, ce que l'on va essayer de faire, c'est quand on arrivera à la retraite, c'est d'avoir des revenus garantis pour le reste de notre vie, pour les dépenses que je veux dire de base, se loger, se vêtir, etc. On a tous un chiffre sur lequel on est confortable. Si par exemple votre chiffre est de 4 000 dollars par mois, vous rentrez en France, vous partez à la retraite et que vous avez besoin de, disons, 4 000 euros par mois sur lequel vous allez vous sentir confortable, le reste de vos revenus étant des revenus, on va dire, supplémentaires sur lesquels vous allez pouvoir voyager, etc. Mais au moins, il y a 4 000 euros qui rentrent. Si la combinaison à la fois de la sécurité sociale française, américaine, plus de ces revenus-là fait que vous avez vos 4 000 euros par mois, c'est ce concept qu'on appelle paycheck. Vous aurez votre paycheck pour le reste de votre vie et le reste de vos finances, c'est ce qu'on appellera le playcheck, le fun money, c'est aller voyager, les enfants, les petits-enfants, etc. Ce type d'instrument-là va pouvoir servir grandement grâce à vos 401k que vous avez fait grandir d'ici là et maintenant offsetter, ne plus avoir de risque de marché et d'avoir ces revenus garantis pour le reste de notre vie. Voilà pour la partie du 401k et quelques options à votre disposition de transfert dans un IRA. Évidemment, c'est quelque chose qu'on va pouvoir s'occuper, évidemment, avant que vous partiez. Dès que vous partez de l'employeur, 2 semaines plus tard, l'argent peut être transféré vers un IRA, d'où l'idée de créer l'IRA avant de partir et de pouvoir bénéficier de cela.
Le dernier point, avant que Adrien puisse conclure sur cette présentation, c'est quelles sont les opportunités patrimoniales à ma disposition aux États-Unis avant mon retour. Donc, il y en a deux. Il y en a deux que je vais mettre en exergue. La première, c'est de l'assurance vie permanente ici aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'en mettant en place cet instrument-là, vous avez quasiment annihilé, d'un point de vue stratégique, le besoin d'assurance vie française. Il y aura une redondance fiscale durant notre vivant et de manière successorale qui fait que potentiellement bénéficier d'être encore aux États-Unis avant de partir, de pouvoir mettre en place cet instrument peut avoir beaucoup de sens pour pouvoir bénéficier de cela avec vos dollars que vous laisserez peut-être aux États-Unis, où vous allez garder de la liquidité et de pouvoir même transférer cet argent qui est dans ce contrat durant votre vivant, utiliser ces liquidités, continuer à contribuer et également de bénéficier de tous ces avantages. Alors, quels sont les avantages de cet instrument-là? Il y en a 12. Le premier, c'est qu'il y a une liquidité qui est garantie avec un accès et un contrôle à son argent. On a une croissance garantie par contrat. On a également accès à des dividendes annuels qui sont, eux, non garantis, mais qui nous permettent de pouvoir générer des rendements attractifs. On s'attend à des rendements qui nous permettent de faire face à l'inflation. On s'attend à peu près à du 5% de rendement net de frais net d'impôt sur le long terme. Ce n'est pas du 15, ce n'est pas du 20%. C'est un instrument défensif puisqu'il est garanti d'augmenter pour le reste de notre vie et qui nous permettra de faire face à l'inflation sur le long terme. C'est un instrument qui existe depuis 1860. On a plus de 160 ans de data et donc, à ce titre, ça nous permet de faire face à l'inflation sur le long terme. Il y a des avantages fiscaux que l'on va garder, notamment à l'étranger. Dès qu'on dépose un dollar dedans, c'est un dollar qui était à la banque que l'on met à l'intérieur, il n'y a plus jamais de fiscalité derrière. C'est-à-dire que si on l'utilise de manière optimale, on va mettre de l'argent dedans et dès que l'on a mis dedans, à la fois l'augmentation du contrat et l'utilisation du cash va pouvoir se faire de manière défiscalisée, peu importe où on est dans le monde. Et également, il y a une assurance d'essai attachée à ces instruments-là. On va le voir dans un instant. Mais également, l'assurance d'essai qui est attachée à l'instrument est également défiscalisée lors du décès. Que c'est en France ou aux États-Unis, cette partie-là sera défiscalisable également. Pas inintéressant, en effet, puisque vous n'allez pas pouvoir retrouver cette possibilité du côté français. On a des hautes limites de contribution. C'est un programme qui est privé, personne n'a de regard dessus. C'est même pas un instrument à déclarer à l'IRS en termes de rendement. Il n'y a pas de 1099. Tous les rendements sont défiscalisés. Évidemment, si vous êtes en France, il faut déclarer ses comptes à l'étranger. Vous allez les déclarer au fisc français, mais il n'y aurait pas d'implication fiscale. On a de la protection contre la majorité dans la majorité des États en cas de créanciers et de procès. On a une protection individuelle en cas d'invalidité ou de soins dépendance. On peut mettre en place une option qui, si on a besoin d'aller dans une EHPAD plus tard ou autre, c'est d'accéder à l'assurance décès avant son décès pour pouvoir faire besoin aux appels de cash nécessaires pour payer une EHPAD, par exemple, ou des maisons médicalisées, si on avait malheureusement, en tout cas, le besoin de faire appel à ce type de maison. Il y a évidemment un capital d'essai, donc c'est à la fois une épargne et également une assurance d'essai qui sera toujours supérieure à l'épargne disponible durant son vivant et qui passera à nos bénéficiaires. On peut changer les bénéficiaires à chaque instant, à tout moment. Évidemment, l'idée généralement de manière optimale, c'est de se protéger en tant que couple, entre conjoint et conjointe, mais à terme, potentiellement, de mettre directement les enfants en tant que bénéficiaires pour pouvoir avoir une stratégie patrimoniale successorale beaucoup plus optimisée que si on n'avait pas ce type d'instrument au sein de nos actifs. Et dernièrement, dans nos phases d'accumulation, c'est un actif sur lequel on va pouvoir le collatéraliser et l'option de pouvoir avoir ce qu'on appelle un haut degré de vélocité patrimoniale. On a la possibilité d'utiliser un dollar deux fois, à la fois en déposant l'argent au sein du contrat et de bénéficier de lignes de crédit avec, ou ce qu'on appelle des prêts ou des lignes de crédit qui sont garanties, et également d'avoir une totale liberté du remboursement de ces lignes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir du cash qui va grandir à l'intérieur de cet instrument pour le reste de notre vie et d'utiliser cette liquidité-là grâce à des lignes de crédit ou des prêts pour pouvoir utiliser cet argent une deuxième fois, notamment pour faire un apport dans un bien immobilier en France, par exemple. Parce que quand vous allez rentrer en France et que vous souhaitez, par exemple, acheter un bien immobilier, vous allez peut-être aller voir des banques pour pouvoir faire un prêt immobilier, mais on va vous demander probablement un apport. Et de manière stratégique, quand on fait un achat immobilier, on ne fait jamais un apport en cash. Parce que si on fait un apport en cash dans un bien immobilier, on va avoir bloqué cet argent dans le bien immobilier. Il ne ressortira qu'à la vente. Il ne va jouer qu'un seul et un seul rôle, c'est d'être au sein du bien immobilier. Si on a l'opportunité d'avoir un dollar qui va continuer à grandir exponentiellement pour le reste de notre vie et qu'on a la possibilité d'utiliser ce même dollar une deuxième fois pour faire l'apport dans le bien immobilier, on fera toujours le prêt immobilier, et en fait, on va transférer l'argent vers votre concours américain
le transférer vers votre compte courant français et faire cet apport lorsque vous allez acheter ce bien immobilier. Ça vous permet de créer ce qu'on appelle un haut degré de vélocité patrimoniale. Et comme le sous-jacent est garanti, on ne prend aucun risque de pouvoir se leverager de cette manière-là. C'est l'actif le plus sécurisé pour pouvoir le faire. Pour conclure sur cet instrument, ça nous permet d'avoir de la protection, notamment en cas de décès, en cas d'invalidité ou en cas de soins dépendance, qu'on appelle long-term care aux États-Unis, qui est disponible même en France. Ça nous permet de générer des revenus à terme passifs, puisqu'on va pouvoir générer des revenus liés à ce contrat. On crée de l'equity, on crée de la valeur au niveau du contrat. On a une croissance garantie, le potentiel de faire face à l'inflation grâce à ces dividendes de cette compagnie mutuelle d'assurance. Attention, très important, ce sont des compagnies mutuelles qu'on va utiliser parce que c'est un instrument sur lequel on va vouloir compter potentiellement sur les 160 prochaines années. Il y a de la liquidité qui est garantie, avoir accès à ce cash, on peut le tirer, mais également on peut se leverager, on a un potentiel d'effet de levier à la fois contrôlé, et puis on a des avantages fiscaux internationaux, même et surtout en cas de retour en France. Donc un instrument potentiellement à considérer avant son départ. Et dernièrement, c'est peut-être l'opportunité de garder un compte d'investissement ici aux États-Unis. Pourquoi ça pourrait avoir du sens? C'est parce que imaginez que vous rentrez en France, vous rapatriez toutes vos liquidités. Au niveau de votre stratégie patrimoniale, vous allez avoir du financier, de l'immobilier, potentiellement de l'argent qui serait lié au marché. Bah, très probablement, dans cette allocation, on va falloir chercher le marché américain. C'est le plus dynamique, c'est lui qui a le plus de potentiel de rendement, notamment en ce moment. Et donc, de le faire en euros depuis la France sur le marché américain, ça a potentiellement beaucoup moins d'efficacité de rester sur le marché américain en dollars depuis les US et d'avoir cette stratégie patrimoniale internationale et de bénéficier du fait que vous soyez passé par les États-Unis pour pouvoir bénéficier d'options qui sont là. Donc, vous pouvez donc garder ce compte d'investissement ici aux États-Unis, bénéficier également de cash, de rémunération sur le cash beaucoup plus important aux États-Unis en ce moment. À l'heure actuelle, on a accès à des money market funds. Donc, il y a le gouvernement derrière américain, hein, c'est sécurisé, mais on est sur du 5,41 en ce moment de rendement. En ce moment, alors on se parle. Est-ce qu'on aura du 5,41 du côté français? Probablement pas. Donc, même si c'est des liquidités pures, on a l'opportunité de pouvoir les faire fructifier de manière beaucoup plus importante du côté américain. On a des solutions d'investissement aux États-Unis qui seraient peut-être plus favorables du côté américain. En termes de diversification, d'accéder au marché américain, oui, mais également, par exemple, sur des placements privés, que ce soit du private equity, du private credit, du hedge fund, etc., des solutions aux États-Unis qu'on va avoir un direct accès, ou par exemple des produits structurés qui sont évidemment généralement beaucoup plus attractifs du côté américain que du côté français, que vous allez pouvoir continuer à saisir. Et enfin, bah, n'oubliez pas, évidemment, d'intégrer votre solution patrimoniale internationale entre la France et les États-Unis. Parce que maintenant, quand vous êtes retourné en France, il ne serait pas inintéressant de continuer à créer de la valeur patrimoniale du côté français. Alors attention si vous gardez la nationalité ou la carte verte et que vous rentrez en France, parce qu'il y aura des implications fiscales, notamment, que Olivier pourra nous orienter, importantes, et donc vous serez probablement limité sur les solutions patrimoniales que vous aurez du côté français. Donc c'est très important de pouvoir harmoniser la stratégie patrimoniale internationale. Oui, j'ai des actifs en dollars sur le marché américain, mais potentiellement avoir des actifs sur le marché européen en euros, mais qui doit être un pourcentage de la stratégie globale. En ce moment, dans une allocation optimale, on a à peu près 15 à 20% du portefeuille en equity qui est sur le marché européen. Donc l'idée, ce serait de garder 15 à 20% de l'allocation en euros sur le marché européen depuis l'Europe, et puis d'avoir l'allocation américaine en dollars depuis les États-Unis. Donc l'idée est évidemment d'harmoniser l'ensemble de la stratégie patrimoniale. On va conclure, et Adrien va nous permettre de conclure ces deux dernières slides avant qu'on donne la parole à Olivier. Parfait, merci Alexandre. Également, juste un point sur la partie d'avant, hein, très important pour les personnes qui ont la nationalité américaine, parce que trop souvent, ils rentrent en France et derrière, nous recontactent en disant ah, je suis allé voir ma banque et j'ai le droit à rien parce que je suis américain ou je suis en carte verte. Ce que disait Alexandre, c'est important de bien garder un compte d'investissement ici aux États-Unis. Hein, ça va vous permettre de pouvoir continuer votre stratégie et pas forcément être pénalisé dans ce que vous pouvez mettre en place. Hein. Alors, pour conclure, stratégie patrimoniale, hein, que vous soyez ici aux États-Unis, en France ou ailleurs dans le monde, hein, elle fonctionne généralement de la même façon. On a ces 5 classes d'actifs que vous avez devant vous à l'écran. D'un côté, les actifs défensifs, qui sont connus comme, c'est écrit, hein, comme moins risqués, plus faibles, mais par contre qui ont une caractéristique qui est extrêmement importante, c'est qu'on a des rendements, peu importe ce qui se passe du côté des actifs de croissance, hein, que ce soit sur le marché immobilier, tout ce qui est actions, obligations ou la retraite, parce que la retraite est sur les marchés ici aux États-Unis. De l'autre côté, j'en ai un peu parlé, on a la partie croissance.
qui vont bien chercher du rendement. On cherche du 7% plus, c'est la catégorie un peu plus sexy. Sur les marchés financiers, Alexandre en a parlé, on a tout ce qui est actions, obligations, produits structurés, private credit, mutual fund, immobilier et retraite, puisque la retraite est sur les marchés financiers. Une question qu'on nous pose souvent ici, c'est de nous dire, est-ce que je suis obligé d'avoir ces 5 catégories au sein de mon patrimoine? Si par exemple j'ai un profil un peu plus offensif, est-ce que je peux avoir que de la croissance? Ou un profil un peu plus défensif, est-ce que je peux avoir que de la défense? La réponse est que si on cherche une stratégie optimale, non. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement important d'avoir chacune de ces catégories au sein de votre stratégie patrimoniale, que vous soyez aux États-Unis, en France ou ailleurs dans le monde. On était dans les JO, on peut rentrer dans le foot, une équipe de foot bien proportionnée qui va pouvoir aller gagner les Jeux Olympiques. Elle a une attaque, elle a une défense, elle a un goal. Et ben, pour la gestion de patrimoine, c'est à peu près, c'est pas pareil, mais c'est assez similaire. Je vais avoir ma partie défensive, je vais avoir ma partie croissance. Et par contre, ce que je vais adapter, c'est en fonction de mes objectifs, mon âge, eh bien, ça va être le montant de mes actifs que j'investis au sein de chacune de ces catégories. Alors, Alexandre, tu peux passer, s'il te plaît. Parfait. Et donc, en conclusion, pour cette partie, très important de revoir la checklist du retour en France. Assurez-vous que tout soit au point au niveau administratif. Au niveau fiscalité également, Olivier va en parler. Bien revoir cette présentation avant de rentrer en France, mais s'assurer que tout est en place. Pour optimiser ma retraite américaine, j'ai des options ici aux États-Unis. J'ai le Capital Annuity, j'ai le Lincoln Annuity. On a parlé aussi de la retraite de base, donc bien optimiser ces points-là avant le retour en France, pour que lors de ma retraite, mes revenus soient le plus optimal possible. Et puis, enfin, bien capitaliser sur les opportunités dont j'ai accès lorsque je suis résident fiscal américain aux États-Unis, comme la Cash Value Life Insurance ou les comptes d'investissement. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je suis rentré en France, malheureusement, c'est des options auxquelles je n'ai plus accès. Et ce serait dommage. Pourquoi? Parce que les contreparties françaises sont moins performantes, au moins sur ces deux produits. Ouais. Parfait. Merci à tous pour votre écoute. Je vais donner la parole à Olivier pour qu'il puisse rentrer dans les détails de la partie fiscalité. Merci beaucoup, Adrien. Alors, je vais vous partager tout de suite. J'en profite, il y a pas mal de gens qui nous ont rejoints entre-temps. N'hésitez surtout pas à poser vos questions, que ce soit sur LinkedIn ou sur Zoom. Toutes les questions vont être répondues à la fin de la présentation d'Olivier. Voilà, Olivier, c'est parti. Merci Romain, merci Alexandre, merci Adrien pour cette présentation. Donc moi, je vais vous parler de fiscalité. Je vais essayer de faire ça à peu près en 15 minutes pour pouvoir avoir du temps pour répondre à vos questions avec Adrien et Alexandre. Donc le but, c'est de parler un petit peu des enjeux du retour en France au niveau de la fiscalité, comme on en parlait brièvement sur ce sujet-là en fiscalité, Alexandre et Adrien. Euh, donc, on va essayer de voir un petit peu le retour en France d'une famille. Qu'est-ce qui va se passer si cette famille rentre en France? On va voir un petit peu les problématiques qui vont se poser. Donc, bien évidemment, quand on rentre en France, on a comme exemple dans ce PowerPoint Martin et Chantal qui rentrent vivre en France au cours de l'été. Bien évidemment, la première question, c'est est-ce qu'ils vont devoir faire une déclaration cette année en 2024 s'ils rentrent en cours d'année? Bien évidemment, la réponse est oui, et ça va dépendre de leur statut fiscal. Est-ce qu'ils sont résidents fiscaux sur toute l'année? Est-ce qu'ils sont citoyens américains ou carte verte? Donc ça, on va le voir par la suite. Et bien évidemment, au cours de cette année de départ, on va regarder un petit peu la situation qui va se poser. Donc souvent, on a plusieurs cas de figure. Dans votre cas de figure, au moment où vous allez rentrer en France, premier cas de figure, c'est vous décidez, vous avez une carte verte, vous décidez, vous avez un passeport américain, mais vous avez une carte verte qui a moins de 8 ans. Il y a un premier concept qu'il faut bien comprendre aux États-Unis, c'est la notion d'expatriate. Un expatriate, c'est une personne qui est soit un citoyen américain, qui soit rendre son passeport américain, ou bien une carte verte, et qui détient cette carte verte depuis au moins 8 ans. Attention, chaque année entamée est une année écoulée. J'ai eu ma carte verte au mois de novembre, ça compte pour une année pleine. Je la rends au mois de janvier, ça compte pour une année pleine. Donc, techniquement, on va dire que c'est plutôt 6 ans. Dès lors qu'on dépasse ce critère-là de 8 années de détention de carte verte, on est considéré pour le fisc américain comme un long-term resident, au même titre qu'un citoyen américain. Donc, si demain on rend ce passeport, cette carte verte, on va en parler après, il y a des conséquences fiscales à avoir. En revanche, si demain vous rentrez vivre en France, que vous avez une carte verte depuis moins de 8 ans, et que vous décidez pour
une raison X ou Y de dire, moi, je ne veux pas garder ma carte verte, et que vous la rendez, il n'y a aucune conséquence fiscale. Ce sera la même conséquence fiscale qu'une personne qui a un visa de travail aux États-Unis. On va en parler après, mais ce sont des procédures qui sont assez simples à mettre en place et très souples. En revanche, si demain vous décidez de rendre votre carte verte et que cette carte verte vous l'avez depuis plus de 8 ans, ou alors vous décidez de rendre votre passeport américain, on a le droit d'abandonner son passeport américain, dès lors qu'on a une autre citoyenneté, il n'y a rien qui nous en empêche. Là, on va rentrer dans cette notion justement d'expatriate. Donc, je vais être considéré comme étant un expatriate si je rends ce passeport américain, cette carte verte, parce que pour plein de raisons, je me dis, je vais rentrer vivre en France, j'ai plus envie, entre guillemets, de m'embêter à faire mes déclarations fiscales, parce on en parlera après. N'oubliez pas que lorsqu'on est citoyen américain, c'est un des rares pays dans le monde où on est taxé sur ses revenus mondiaux, peu importe où on habite. Même si on n'habite plus aux États-Unis et qu'on passe 0 jours aux États-Unis, on reste fiscalisable aux États-Unis et ce à vie. Donc peut-être pour une raison ou une autre, on va se dire, je rentre en France, j'ai plus d'intérêt à revenir aux États-Unis, j'ai plus d'actifs pour une raison X ou Y, et donc par conséquent, je souhaite rendre mon passeport américain, ou alors ma carte verte, j'ai plus de 8 ans. Donc on va être considéré comme un expatriate. Il y a une deuxième notion qu'on va regarder, c'est est-ce que je suis un covered expatriate? Et donc un covered expatriate, c'est cette fameuse personne, personne titulaire du passeport américain, Martin et Chantal ont le passeport américain, où ils ont une carte verte, ils ont plus de 8 ans, ils rendent ce passeport, cette carte verte, donc ils sont expatriates. On va voir s'ils sont covered expatriates pour voir quelle l'application fiscale, quelles conséquences fiscales cela va engendrer. Donc il faut remplir l'un des 3 critères suivants. Premier critère, c'est soit au moment où on rend son passeport, sa carte verte, avoir un impôt moyen au cours des 5 dernières années de 201 000 $ par an. Donc, en moyenne, je payais 201 000 $ d'impôts par an au cours des 5 années précédant l'année où j'aurai mon passeport américain, ma carte verte. Attention, quand on parle d'impôts, les 201 000 $, on raisonne conjointement dans ce cadre-là. C'est-à-dire que si j'ai déposé une déclaration conjointe avec mon conjoint, avec mon époux, mon épouse, et que j'ai 200 000 $ d'impôts, malheureusement, on compte globalement parce qu'on va regarder par déclaration fiscale pour ce critère-là. Si je ne rentre pas dans ce critère-là, donc là, c'est quand même un impôt assez conséquent, je vais regarder le deuxième critère. Et le deuxième critère, c'est on va regarder son patrimoine mondial. Et là, par contre, pour ce critère-là, on regarde par personne. Donc, on va dire, si le patrimoine mondial d'une personne dépasse 2 millions de dollars, alors, et que cette personne rende son passeport ou sa carte verte, alors on est covered expatriate. Donc, pour un couple, ça fait 4 millions. Là, on compte double pour ce critère-là. Troisième critère, ça c'est un critère qui est important, c'est que si au moment où je rends mon passeport ou ma carte verte, je ne suis pas à jour de mes obligations fiscales, donc bien faire attention également, quand vous rentrez en France, si vous voulez rendre votre passeport ou votre carte verte, assurez-vous que vos déclarations fiscales ont été correctement établies. Vous allez me dire, oui, elles ont été déposées, c'est bon. Non, c'est une déclaration inexacte, c'est une déclaration qui peut être incomplète. J'ai oublié de déclarer une assurance vie que j'avais en France. J'ai oublié de déclarer un compte en banque que j'avais en France. À ce moment-là, même si mon patrimoine est inférieur à 2 millions de dollars, par exemple, j'ai que 200 000 $ de patrimoine, mais dans ces 200 000 $, j'ai 100 000 $ d'assurance vie. Par conséquent, je serai considéré comme un covered expatriate. Donc, avant de faire ce schéma-là, première conséquence, c'est vérifiez vos déclarations fiscales. S'il faut les modifier, modifiez-les. Sinon, vous allez vous retrouver dans un critère où vous êtes automatiquement covered expatriate, peu importe le nombre d'impôts que vous avez payés, peu importe votre patrimoine mondial. Donc, à partir de là, si je suis covered expatriate, la conséquence fiscale, ça va être, on va avoir une conséquence fiscale qui va être double. Alors, bien évidemment, on a parfois des exceptions pour les fameux Américains accidentels, mais je ne vais pas y revenir aujourd'hui. Donc, on va avoir 3 conséquences fiscales à partir du moment où je rends mon passeport ou ma carte verte et je suis ce fameux covered expatriate. Première conséquence fiscale, pour le fisc américain, c'est comme si je liquidais tout mon patrimoine. Attention, même si c'est virtuel, le fisc américain va vous dire pas de problème, rendez votre passeport, rendez votre carte verte. Mais par contre, pour nous, c'est comme si au moment où vous rendez ce passeport, cette carte verte, vous liquidez tout votre patrimoine. Donc, on va figer votre patrimoine à cette date-là et on va regarder toutes les plus-values potentielles que vous avez dégagées. Vous avez une maison, vous avez de l'immobilier. À combien vous l'avez acheté? À combien elle vaut au moment où vous rendez votre passeport? Et ça sera une plus-value. Vous allez me dire, oui, mais si je ne l'ai pas vendu, peu importe, encore une fois, pour le fisc américain, vous dites, vous n'avez plus rien à voir avec le fisc américain, pas de problème, c'est comme si vous liquidiez votre patrimoine. Donc, je vais regarder toutes les plus-values latentes que j'ai accumulées au moment où je rends mon passeport américain, ma carte verte. Le fisc américain va me dire, OK, c'est comme si vous vendiez ce patrimoine-là. Et par conséquent, on va vous donner un abattement de 866 000 $ sur ces plus-values accumulées. Et le reliquat, vous serez taxé comme du capital gain.
Donc, si c'est du court terme, c'est votre taux ordinaire. Si ça fait plus d'un an, vous serez taxé entre 15 et 23,8% sur ce patrimoine latent. Hein, bien évidemment, encore une fois, c'est du latent. Mais on va vous dire, c'est votre choix de rendre votre passeport, votre carte verte. Deuxième conséquence fiscale, qui est importante également à connaître, c'est on va également regarder tous les revenus différés que vous avez accumulés au moment où vous rendez votre passeport, votre carte verte, notamment les retraites. Donc, on va considérer là aussi que c'est comme si vous liquidiez vos retraites américaines au moment où vous rendez votre passeport américain, votre carte verte. Attention, là aussi, vous allez me dire, oui, mais légalement, je n'ai pas dépassé 59 ans et demi, donc je ne peux pas prendre ces plans de retraite pour le fisc américain, peu importe. C'est comme si vous liquidiez ce patrimoine, on va vous demander de payer comme si vous touchiez d'un coup ces plans de retraite, même si financièrement, vous ne pouvez pas les toucher. On a quelques exceptions qui vous permettent de différer l'imposition, je n'entrerai pas dans les détails aujourd'hui, mais attention à cette conséquence fiscale. Troisième conséquence fiscale qu'on a souvent tendance à méconnaître, c'est que pour le fisc américain, à partir du moment où vous rendez, vous êtes cover expatriate, et que vous êtes dans une situation où vous avez des enfants qui, eux, décident de rester ici aux États-Unis, qui vous disent, bah vous êtes bien gentil, vous voulez rentrer, vivre en France, vous rendez au passeport. Moi, j'ai vécu toute ma vie aux États-Unis, je reste ici. Il y a une loi temporaire qui a été passée il y a quelques années qui dit la chose suivante. Un Américain, un résident fiscal américain qui touche une donation ou une succession d'un cover expatriate, donc vous, dans votre cas, vous avez un passeport américain, une carte verte, vous avez fait tout votre exit tax, vous avez tout liquidé, vous dites je suis tranquille. Non, non, attention. Si dans le futur, vous êtes amené à donner à vos enfants par donation, donc au cours de votre vivant ou par succession, le fisc américain va demander à votre enfant de payer un impôt sur les donations et successions qu'il va percevoir parce que vous êtes cover expatriate et donc vous êtes une personne qui avait rendu votre passeport ou votre carte verte et vous étiez rentré dans ces critères-là. Et donc, entre guillemets, vous allez un peu punir vos enfants parce qu'on va vous taxer sans bénéfice d'abattement au taux marginal d'imposition qui est de 40%. Donc là aussi, attention, quand on rentre en France, parfois on veut se précipiter en disant je rends mon passeport américain, je rends ma carte verte, c'est pas grave, je paie mon exit tax. Mais si vous avez des enfants qui restent vivre aux États-Unis, qui sont eux américains, dans une stratégie future patrimoniale, fiscale surtout, et patrimoniale, ça peut avoir des conséquences fiscales assez importantes et parfois même désastreuses pour vos enfants. Donc attention. Ça, c'est dans le cadre où vous rendez votre passeport, votre carte verte. Deuxième cas de figure, vous avez un visa de travail, vous rentrez vivre en France, vous partez vivre en France, donc visa ou comme j'ai dit tout à l'heure, carte verte de moins de 8 ans, vous la rendez. Il y a quand même une chose qu'on a souvent tendance à connaître, il faut savoir qu'aux États-Unis, normalement, quand vous quittez le territoire, vous devez obtenir ce qu'on appelle comme un quitus fiscal à l'époque en France, qu'on appelle ici un selling permit. Normalement, vous êtes censé prendre un rendez-vous avec l'IRS 15 jours avant votre départ, figer vos revenus que vous avez constatés entre le 1er janvier et votre date de départ, prouver à un agent du fisc américain que vous avez bien payé votre impôt. Si dans l'estimation que vous faites, il y a un impôt complémentaire à payer, il faut faire un chèque au moment de ce rendez-vous avec l'agent de l'IRS. Et on va vous donner un quitus fiscal, un selling permit, qui parfois est bien aussi parce que ça va vous permettre aussi de prouver quand vous rentrez en France, notamment aux banques françaises, que vous n'êtes plus du tout fiscalisé aux États-Unis. C'est une preuve. Sinon, il faut attendre l'année qui suit. Et ça, c'est ce qu'on appelle le selling permit. En fait, attention, beaucoup de gens ne le font pas. Ce n'est pas dramatique, certains ne le font pas. Mais normalement, la loi est faite de cette façon qu'il faut le faire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que du 1er janvier à votre date de départ, vous serez considéré comme résident fiscal américain. À compter de votre départ jusqu'à la fin de l'année, comme vous avez rendu votre carte verte et vous avez plus ce visa, vous ne l'avez plus, enfin, vous quittez, vous serez non résident fiscal aux États-Unis. Et donc, vous serez taxé que sur des revenus spécifiques aux États-Unis, on va en parler après. Et, du côté français, vous serez résident fiscaux français à compter de votre date d'installation en France. Vous arrivez au mois de juillet, au mois d'août, résident fiscaux français. Du 1er juillet au 31 décembre, je vais déclarer mes revenus mondiaux en France et faire une déclaration de résident. Donc, comment ça va se passer, la fiscalité? Premier cas de figure, Martin et Chantal, comment ils vont être fiscalisés aux États-Unis, hein, puisqu'ils rentrent vivre en France, comment ils vont être fiscalisés aux États-Unis? Ils sont citoyens américains, n'oubliez pas, saving clause. Peu importe où j'habite dans le monde, je vais rester fiscalisé aux États-Unis et taxé sur mes revenus mondiaux. On va parler après de la convention fiscale qui nous permet de miser l'impact, mais je reste fiscalisé, donc ça ne change rien pour le fisc américain. Je suis toujours résident fiscal américain, même si j'habite, encore une fois, j'insiste, en France. J'ai le passeport américain, je suis redevable de déclarer et payer mes impôts aux États-Unis sur mes revenus mondiaux. Deuxième cas de figure, je suis plus résident fiscal américain, comme on l'a vu tout à l'heure. J'avais un visa de travail, je suis rentré tranquillement en France, ou j'avais une carte verte de moins de 8 ans, je l'ai rendue et
je rentre en France. Là, on est taxé en tant que non-résident fiscal aux États-Unis, uniquement sur un certain nombre de catégories de revenus. Vous gardez les revenus locatifs, vous continuez à louer votre bien immobilier, vous ferez une déclaration de non-résident, vous devrez vous inquiéter d'un impôt en France, aux États-Unis en tant que non-résident. Idem, si vous revendez des biens immobiliers situés sur le territoire américain, vous serez toujours redevable de payer un impôt. Sur les salaires, sous certaines conditions, si vous continuez à toucher un salaire américain pour des prestations de services réalisées sur le sol américain, vous serez redevable de payer un impôt, sinon vous n'en aurez plus à payer. Et sur les dividendes, si vous continuez à percevoir des dividendes d'une société américaine en tant que non-résident, et grâce à la convention fiscale, vous serez taxé à 15% sur le paiement de ces dividendes. Maintenant, du côté français, Martin et Chantal, n'oubliez pas, ils sont rentrés vivre en France. Même principe en France, attention, à partir du moment où vous habitez en France, on est redevable de payer et de déclarer ses revenus mondiaux en France. On peut faire déclarer ses revenus mondiaux en France. Sachez qu'on a un régime fiscal qui est assez intéressant et vous avez eu justement, je crois, un webinaire aussi très bien qui a été sur ce sujet-là avec Adrien de mémoire et sur l'impatriation. Et donc, vérifiez bien aussi, vous avez un réel avantage fiscal. Si certains d'entre vous, vous rentrez vivre en France dans le cadre d'un emploi que vous occupiez aux États-Unis, votre société américaine vous envoie en France, on a un régime fiscal qui est un régime fiscal d'impatriation qui vous donne un certain nombre d'avantages fiscaux et d'exonération, notamment une exonération sur une fraction du salaire que vous allez percevoir en France, exonération d'impôt sur le revenu en France. Idem pour les revenus de capitaux mobiliers, tout ce qui est revenus de placement financier, également plus-value d'action. Sur 50% de ces revenus de capitaux mobiliers étrangers, vous aurez jusqu'à 50% d'exemption au niveau de l'impôt sur le revenu en France. Donc, regardez bien cet avantage fiscal qui existe, qui est le régime d'impatriation, et c'est un réel avantage qui existe et qui existe toujours aujourd'hui, et c'est une belle niche également aux États-Unis. Donc, il faut savoir que tout ça, comment ça s'imbrique également, c'est qu'on a une convention fiscale qui a été rompue entre nos deux pays, entre la France et les États-Unis, pour éviter justement ce phénomène de double imposition. Elle va identifier différents cas de figure. Premier cas de figure, je suis résident fiscal français, j'habite en France, et donc je perçois des revenus des deux côtés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes résident fiscal français, taxé sur vos revenus mondiaux. Donc, ce qui va se passer, c'est que on va distinguer deux catégories de revenus. Sur tout ce qui est plus-value immobilière, dividendes et intérêts que je continue à percevoir des États-Unis, je vais payer mon impôt en France, encore une fois, mais j'aurai droit à un crédit d'impôt qui correspond à un impôt américain. Donc, je vais payer mon impôt aux États-Unis. Cet impôt américain, je vais déduire de mon impôt français et je serai taxable sur le delta. Par exemple, n'oubliez pas que sur les revenus financiers en France, on est taxé ce qu'on appelle la flat tax à 30%. Sur les autres catégories de revenus, notamment les salaires que vous continuez à toucher américains ou les revenus locatifs, donc vous habitez en France, vous êtes résident fiscaux français, vous n'êtes pas citoyen américain, vous n'avez plus rien à voir avec le fisc américain, vous êtes non-résident fiscaux américain. Vous allez payer vos impôts, comme j'ai évoqué tout à l'heure, sur vos revenus locatifs aux États-Unis, mais grâce à la convention fiscale, on va me donner comme crédit d'impôt l'impôt français, ce qui veut dire que je ne serai pas taxable sur ces revenus locatifs en France. Ça, c'est un réel avantage de la convention fiscale franco-américaine, c'est que les revenus locatifs américains ne sont pas imposables en France dans le cadre de cette convention fiscale. Quand je dis sont pas imposables, on donne un crédit d'impôt qui en fait atténue, qui élimine complètement cet impôt. Par contre, j'ai un frottement fiscal puisque ces revenus locatifs vont rentrer dans mon calcul de ma tranche d'imposition globale, mais à la fin, je ne paierai pas d'impôt sur ces revenus, à bien connaître. Situation qui peut être aussi importante pour vous, vous êtes résident fiscal français, vous avez toujours le passeport américain. Donc, vous êtes résident à la fin fiscal des deux pays, à la fois en France, à la fois aux États-Unis. Et dans ce cadre-là, la convention fiscale est assez souple grâce à cela, notamment du côté français, puisque le fisc français sait que ce n'est pas un avantage fiscal d'être résident de deux pays. Donc, le fisc français va vous permettre d'atténuer quasiment totalement l'impôt sur les revenus touchés aux États-Unis en vous octroyant un crédit d'impôt qui correspond à l'impôt français. Là aussi, c'est un réel avantage de la convention fiscale. Dans certains cas, si je revends notamment des actions, alors il y a certains critères à respecter, mais des actions d'une société américaine, par exemple, dans lequel je suis minoritaire, grâce à cette convention fiscale, je suis citoyen américain, je paierai mon impôt aux États-Unis, mais la France ne me demandera pas de complément d'impôt, elle m'exonérera d'impôt parce que je suis citoyen américain. Donc ça, c'est un vrai avantage qu'on a. La retraite, Adrien et Alexandre en ont parlé, on a un réel avantage aussi dans le cadre de la convention fiscale. C'est assez straight et assez simple. L'article 18 de la convention fiscale, il y a la chose suivante, les retraites sont taxables uniquement et exclusivement dans le lieu de cotisation. Donc, peu importe où vous vous situez au moment de votre résidence fiscale, peu importe, j'aurais tendance à dire, où vous êtes résident fiscaux, que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est le lieu de cotisation qui va prédominer. Vous avez un 401k, vous avez cotisé aux États-Unis, vous êtes résident fiscaux français,
ce 401k, même ces résidents fiscaux américains, sera taxable aux États-Unis. La France, pareil, vous donnera un crédit d'impôt qui va atténuer complètement l'imposition. Il y aura juste un petit frottement fiscal au niveau de la tranche d'imposition, mais je ne paierai pas d'impôt en France sur ces retraites américaines si je suis résident fiscal français à mon retraite, hein, taxé dans le lieu de cotisation. Bien penser à cela, parce que c'est un avantage fiscal que l'on a dans le cadre de la convention fiscale. Peu importe, j'insiste bien, son statut d'immigration, même si j'ai le passeport américain, à l'inverse, mes retraites françaises sont taxables uniquement en France et elles ne sont pas taxables aux États-Unis. Alors ça, c'est au niveau fédéral. Après, attention à l'État, dans l'État où vous habitez. Normalement, si vous rentrez en France, vous n'habitez plus dans l'État, donc vous n'aurez qu'à payer l'impôt fédéral. Et grâce à la Convention, l'impôt fédéral sera complètement exonéré. Faites attention également, Adrien et Alexandre, hein, vous ont parlé de l'assurance vie américaine qui prend des vrais avantages. Si certains d'entre vous rentrez vivre en France, vous souhaitez contribuer à des assurances vie françaises ou des plans d'épargne entreprise en France, attention, si vous êtes citoyen américain, toujours pareil, vous restez résident fiscal américain, donc il faudra toujours déclarer ses assurances vie au fisc américain, ses plans d'épargne d'entreprise au fisc américain. Et malheureusement, même si ces produits sont des produits qui peuvent être défiscalisés du côté français, les États-Unis ne reconnaissent pas ces produits défiscalisés. Donc, je serai taxable sur l'intégralité de ces produits aux États-Unis parce que j'ai le passeport américain. Donc, là aussi, dans vos stratégies futures, faites attention à la fiscalité des deux côtés. Pour conclure, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une autre règle qui va se passer également dans votre cas, et ça, on pourrait lancer sur un autre débat, c'est aussi la succession. Quand on rentre vivre en France, là aussi on oublie souvent parce qu'on a tendance à vouloir souvent parler de l'impôt sur le revenu. Attention, même si vous êtes citoyen américain, demain vous rentrez vivre en France, vous êtes redevable de payer, ou vous héritiez, l'impôt sur les successions ou donations sur votre patrimoine mondial en France. Donc vous allez vous retrouver dans une situation où aujourd'hui vous êtes américain, vous avez le droit à un abattement de quasiment 14 millions de dollars sur votre patrimoine. Le jour où vous basculez résident fiscaux français, on n'a plus que 100 000 euros d'abattement. Et là, on se retrouve dans la fiscalité française sur le patrimoine mondial. Hein, il n'y a que sur l'immobilier américain, on aura un avantage fiscal, mais sur tout le reste, vous allez devoir payer un impôt sur votre patrimoine mondial en France. Et là aussi, il va falloir bien anticiper, parce que souvent on l'oublie. Et aux États-Unis, ça s'anticipe 3 ans avant son départ. Il faut savoir qu'aux États-Unis, une donation est considérée comme actée et irrévocable au bout de 3 ans. C'est-à-dire que si aujourd'hui je fais une donation et que dans un an je revends ce bien, c'est comme si je suis toujours propriétaire de ce bien-là. Donc il faut attendre toujours 3 ans. Donc bien anticiper des donations éventuelles avant ce retour, mais de préférence avant 3 ans. Attention également à ce phénomène d'exit tax, hein, le fameux seuil de 2 millions de dollars. Donc anticipez bien. Si demain, certains, vous pouvez me dire, oui, mais moi, de toute façon, ma vie, elle est en France, je vais être en France. Peut-être qu'il y aurait des stratégies, justement, à vous dire, voilà, quel est mon impact, mon exposition fiscale si demain je rentre en vivre en France, quel serait l'impôt sur les successions et donations s'il m'arrivait quelque chose que mes héritiers devraient payer en France, et peut-être prendre une assurance vie américaine, par exemple, qui vous couvrirait, qui vous permettrait de payer cet impôt, et au moins vous seriez tranquille, vous rentreriez tranquillement en France, mais au moins vous savez que vous n'allez pas appauvrir vos enfants sur le patrimoine du fait de votre choix de rentrer en France, puisque n'oubliez pas qu'en France, au-delà de 100 000 euros, on a des tranches d'imposition, hein, mais ça peut aller jusqu'à 45% si on a un lien familial direct, 60% si on n'en a pas. Mais faites attention à cela, donc anticipez cela. Idem pour l'immobilier. N'oubliez pas que dès lors que vous êtes résident fiscaux français, on est taxable sur son patrimoine global. Donc si on a des plus-values immobilières, elles seront taxables en France, moins l'impôt payé aux États-Unis, parce que ce sont des plus-values immobilières. Mais le taux d'imposition en France est assez important. Donc si vous avez des résidences principales et que vous pensez le vendre bientôt, peut-être anticiper la vente avant de rentrer en France, hein, de sa résidence principale, pour avoir les avantages fiscaux. Faites attention également, si vous avez des trusts, réétudier ces trusts-là, parce que ça ne peut plus être judicieux fiscalement si vous devenez résident fiscaux français. Donc, il va réfléchir à tout ça également. Si vous avez mis en place des trusts, il va peut-être rechanger la stratégie justement successorale de ce côté-là. Et également anticiper si vous avez une envie d'acheter des biens immobiliers en France, peut-être faites-le avant de devenir résident fiscaux français. Pourquoi? Parce qu'en France, on peut démembrer, c'est-à-dire que vous pourriez acheter des biens immobiliers en donnant la nue propriété à vos enfants, c'est-à-dire en donnant du cash à vos enfants pour que vos enfants achètent la nue propriété du bien et vous l'usufruiez du bien, ce qui vous permettrait d'arriver en France en ayant transmis déjà une partie de votre patrimoine immobilier si vous souhaitez acheter de l'immobilier en France. Donc, il peut y avoir des stratégies également à faire, mais il faut le faire en amont. Il ne faut pas le faire, bien évidemment, une fois qu'on a décidé de partir en France et qu'on se dit je pars le mois prochain. Une bonne anticipation pour moi, c'est entre 2 à 3 ans. Même avant un an, on peut encore faire des choses, mais l'idéal, c'est 3 ans avant.
Sinon, entre 1 an et 2 ans, ça, c'est une bonne anticipation pour préparer justement son éventuel retour en France. Voilà, je vous ai donné l'adresse, vous avez toute l'adresse de nos bureaux aux États-Unis, de notre cabinet, comme l'a évoqué Romain. On peut vous aider sur toutes les problématiques fiscales du côté français et américain, que ce soit en termes de compliance ou de conseil. Et vous pouvez contacter nos équipes dans cet email-là. Voilà, Romain, je sais qu'il nous reste 5-10 minutes pour les questions. Merci Merci. beaucoup, Olivier. C'était très clair. Merci à tous les trois. On a reçu pas mal de questions. On va essayer d'y répondre. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont tomber aussi après. Donc, on va essayer de répondre le plus succinctement possible. On va pas rentrer dans les cas personnels. Vous avez vu, il y a l'adresse email du bureau d'Olivier qui était affichée à l'écran. Donc, vous pouvez contacter le cabinet. Tout à l'heure, Adrien et Alexandre vont repartager un petit QR code aussi si vous voulez prendre des rendez-vous privés avec USA France Financial. Voilà, vous en faites pas. Pour tous les cas particuliers, on pourra rentrer en détail en privé. Euh, alors, on a Paul qui nous pose une question. Si je rentre en France, puis-je conserver mon saving account aux US et profiter des taux d'intérêt plus avantageux? La réponse est oui, hein. C'est une vraie option, une vraie possibilité. Pourquoi ne pas le faire? Pareil sur un compte d'investissement, on a des solutions de money market fund qui peut être intéressant. Donc, en effet, c'est ça l'idée. Si vous avez votre saving account aux États-Unis comparé au saving account que vous aurez en France, vous aurez très probablement plus de rendement du côté américain en ce moment. Merci. On a Sonia qui nous dit, pensez-vous qu'à un moment dans le futur, il sera plus possible de garder un compte d'investissement aux US sans adresse aux US, si on a juste une adresse en France, par exemple, et elle nous rajoute si on a simplement la nationalité française. Oui, donc c'est possible, mais généralement, l'idée, c'est de trouver un broker-dealer qui a la possibilité d'être sur les deux côtés de l'Atlantique. Et donc, on a cette possibilité. En effet, des banques, par exemple, telles que Wells Fargo ou autres, demandent à leurs clients de couper leur compte, alors que certains broker-dealers, ayant position des deux côtés de l'Atlantique, permettent de pouvoir garder des comptes des deux côtés. Parfait. Hervé nous dit, que proposez-vous pour minimiser le risque de change de ces patrimoines franco-américains lors du retour en France? Alors, on a plusieurs solutions. Premièrement, l'idée, c'est d'avoir une diversification patrimoniale internationale, d'avoir les actifs à la fois en euros et en dollars, ou potentiellement dans une autre devise si on a des dépenses à faire dans cette autre devise. Mais pour moi, c'est vrai que c'est plutôt une force qu'une problématique d'avoir des actifs des deux côtés. On peut s'organiser pour avoir des revenus. Imaginons qu'on est aux États-Unis, qu'on a un certain nombre d'actifs aux États-Unis et en France, d'avoir des revenus qui vont tomber en France, à la fois des revenus français, mais également américains. On peut potentiellement faire certaines dépenses avec l'argent en dollars, par exemple si on veut voyager à l'étranger, par exemple, en payant en gardant la carte de crédit américaine pour pouvoir faire ces dépenses internationales qui ne seraient pas européens. On peut également tirer avantage de certaines entreprises qui sont spécialisées dans le transfert de fonds à l'international, où vous avez la possibilité de loquer votre taux pendant un certain nombre de mois. Et donc, à ce titre, si vous êtes confortable avec un taux, vous pourrez loquer cela pendant plusieurs mois en disant, bah, je suis prêt à transférer 10 000 dollars dans 8 mois. Merci de me loquer le taux aujourd'hui. Donc, il y a la possibilité de loquer le taux pour plusieurs mois. Il y a la possibilité d'avoir une diversification patrimoniale internationale, de pouvoir faire des dépenses dans une devise qui pourrait avoir du sens selon la dépense réalisée. Donc voilà quelques solutions, en tout cas 3 solutions potentielles à avoir pour gérer cette problématique de change. On fait notamment pas mal de webinaires aussi avec un spécialiste de ça, OFX. Euh, donc, Absolument. euh, Si vous voulez regarder, on a pas mal de webinaires en replay sur French Morning qui parlent du change. Euh, Jean-Louis nous dit, si on a la double nationalité et que l'on rentre en France, que se passe-t-il pour les impôts? Alors, Oh je là pense là. on a un peu fait le tour de la question, mais Jean-Louis, si jamais vous avez des choses un peu spécifiques, n'hésitez surtout pas à nous le dire. Ouais.
Juste n'oubliez pas, Jean-Louis, hein, vous êtes citoyen américain, donc vous restez résident fiscaux américain, comme vous évoquiez tout à l'heure. Il y aura des conventions en fonction du type de revenu qui va définir où est taxé et comment. Mais vous ne serez pas imposé deux fois, mais vous serez toujours résident. Pour le fisc américain, ça ne change rien en tout cas. Un auditeur anonyme nous demande: Hello, how are cash value life insurance and IRA taxed before retirement? Alors, répondons déjà du côté américain. Si vous restez aux États-Unis, l'accès au cash, à ces liquidités peut se faire de manière défiscalisée, même si vous rentrez en France. Vous allez pouvoir, il y a des solutions pour pouvoir accéder à cet argent avant la retraite ou après la retraite de manière défiscalisée, peu importe où vous êtes dans le monde. En ce qui concerne l'IRA, si vous tirez du cash sur l'IRA du côté américain avant 59 ans et demi, vous pouvez faire face à une pénalité de 10% en plus d'un impôt sur le revenu sur le montant d'argent que vous sortez. Si vous sortez l'argent après 52 mois et demi, il n'y a pas la pénalité de 10%, mais chaque dollar qui sort sera imposable sur le revenu. Et puis, si je ne me trompe pas, Olivier, du côté français, si on sort de l'argent de son IRA avant la retraite, ce sera d'impôt sur le revenu, mais vous aurez toujours la pénalité du côté américain en plus de 10%. Et en plus, du côté français, vous allez bénéficier de l'avantage de la convention bilatérale et de l'article 18. Vous n'aurez pas d'impôt sur ce montant-là, mais vos autres sources de revenus vont, elles, être considérées au-delà du montant que vous avez déjà sorti. Donc, imaginez que vous sortez 100 000 dollars de votre IRA du côté américain avant la retraite et que vous êtes en France. Vous ne bénéficiez pas de ce qu'on appelle le 72T exemption. Donc, il y aurait 10% de pénalité du côté américain, plus de l'impôt sur le revenu du côté américain et du côté français. Imaginez que vous avez sorti 100 000 dollars. On va considérer que vous avez déjà eu 100 000 dollars de revenus. Vous n'allez pas payer d'impôt là-dessus, mais toutes vos autres sources de revenus, par exemple françaises, vont, elles, être considérées sur des taux marginaux qui vont commencer à partir de 100 000 dollars de revenus équivalents. Parfait. Donc, voilà. Parfait. On a Annie qui nous dit même la CDG n'est pas applicable Alors, sur la retraite cotisée US. alors je pense qu'Annie a voulu dire la CSG. À mon avis, La CSG, ouais. je pense que c'est même la CSG n'est pas applicable. Alors, pour répondre à la question, Annie, oui, encore une fois, quand vous allez au moment de votre retraite, on va rajouter vos retraites américaines en France, mais on va vous donner comme crédit d'impôt l'impôt équivalent français, y compris CSG. Donc, vous n'aurez Parfait. pas la CSG qui s'appliquera. Un auditeur anonyme nous demande: est-ce que la taxation États-Unis concerne également les PERCO en France? Alors, les PERCO, c'est un plan de retraite français qui rentre dans le cadre de la convention de l'article 18, puisque c'est un plan qui a été établi par un employeur pour des prestations de services qui ont été rendues sur le territoire français au moment où il y a eu le PERCO. Donc, le PERCO rentrera dans l'article 18 de la convention fiscale entre la France et les États-Unis. Donc, il ne sera pas taxé au moment où vous allez toucher cette retraite. Le PERCO ne sera pas taxé, encore une fois, au niveau fédéral aux États-Unis. Donc, vous serez exonéré d'imposition au niveau fédéral aux États-Unis. Il y aura une taxation en France qui s'appliquera. Parfait. Euh, alors, on a un auditeur anonyme qui nous demande: si je rentre en France avec la nationalité américaine et que je perçois des revenus locatifs pour des biens aux États-Unis, comment suis-je imposé? Alors, ça va être le même système que le système des retraites, comme l'a très bien expliqué Alexandre à l'instant, c'est-à-dire qu'en fait, les revenus locatifs ne vont pas donner il y aura un impôt qui sera payé aux États-Unis, puisque ce bien est situé sur le territoire américain. Donc, l'avantage fiscal, c'est qu'aux États-Unis, on amortit le bien, donc on paye très peu d'impôts en règle générale. Et du côté français, on va, comme l'a expliqué Alexandre à l'instant, dans le cas des retraites, on va vous rajouter ce revenu pour calculer votre taux supérieur d'imposition sur les autres revenus applicables. Donc, il n'y aura pas de taxation à payer en France sur les revenus locatifs américains, en incluant la CSG-CRDS, pas de CSG-CRDS à payer. En revanche, il y aura un frottement fiscal, il y aura un taux qui va certainement grimper sur d'autres revenus qui resteront taxables en France. Merci beaucoup. Gérard nous demande: comment se passe l'héritage d'une maison que j'ai en France? Mes avocats ne peuvent pas l'inclure dans mon trust aux US et un notaire que j'ai consulté en France m'a dit de seulement ajouter une mention dans mon testament américain comme quoi cette maison doit être léguée à mes enfants selon les lois américaines lorsque je décède. Pensez-vous que cela, ça suffit?
Oui, ça suffit. Par contre, alors vous avez l'avantage, alors ça c'est plus juridique, mais je sais qu'il y a eu des conférences avec French Morning là-dessus, hein. Vous avez le droit de demander le régime juridique applicable en termes testamentaires quand vous êtes résident américain sur des biens immobiliers situés sur le territoire français. Donc c'est bien d'avoir fait un document avec le notaire en France. Effectivement, ça suffit. Par contre, pensez bien à le rajouter aussi sur le testament américain également, hein, que ce soit bien traduit et de le rajouter. Mais oui, c'est correct. On vous a donné bons conseils là-dessus. Sonia qui nous dit, pour vous, quelle est la meilleure manière de ramener de l'argent en France pour éviter la perte avec les taux de change et les frais de transfert? On en parlait juste avant. Euh, Adrien, tu veux peut-être répondre à ça? Alors attention, hein, comme l'ont dit Alexandre Olivier, hein, lorsqu'on ramène le 401k, pas prendre tout d'un coup, sinon on se retrouve dans les tranches d'imposition les plus hautes. Et en plus, ça vient se rajouter à notre tranche d'imposition en France. Par contre, OFX, hein, Romain en parlait tout à l'heure, sont très très bien. Hein, donc, n'hésitez pas à les consulter. Vous avez également Wise, hein, pour les plus petits montants. Bien utilisé, hein, ces sociétés qui sont spécialisées dans le transfert, vous minimiserez de façon importante les frais de transfert et les commissions de transfert. Donc, voilà. Ouais, juste Alan sur nous dit, ouais. Ouais, non, je voulais juste mettre encore l'accent sur OFX. C'est vrai qu'on a des très bons retours. On a 100% de Mm. retours positifs sur OFX. Parfait. Wise a un très, très bon retour également, mais OFX également. Notre clientèle bénéficie également d'un VIP rate à travers OFX. J'utilise Mhm. OFX personnellement pour transférer des fonds internationaux. Ils ont aussi on a la possibilité d'avoir du customer service, donc d'avoir quelqu'un au téléphone pour nous aider également dans l'approche. Donc ça, je pense que c'est très utile parce que des fois, on transfère des montants qui peuvent être très élevés et donc on veut avoir un certain niveau de confort. Et donc, en tout cas, pour nous, OFX fait un super boulot. Parfait. Alan nous dit, I have heard that France will no longer recognize a Brussels 4 election in a will so that citizens of double nationality cannot refer to US rules by willing all to their spouse. Est-ce que vous avez un avis Ouais, là-dessus? Any feedback? j'ai pas eu moi Alan, encore. do you Ouais. wish an answer in English, in French? I'm sorry, Alana. Maybe Let in us English. know. Yeah. Okay, Ouais, let's do ouais. it in English. Okay, let's do in English. French Non, is fine. French is fine. French is fine, Alan a dit. French is fine. Ok, Ok. Alan. Ok, Alan. Non, c'est un bon point, Alan. Alors, c'est pas encore, enfin, à ma connaissance, c'est pas encore acté, même si j'ai pas regardé, pour être honnête, depuis un moment. Mais effectivement, on en parlait, et le sujet a été évoqué parce qu'en fait, c'était un vrai stratégie. La finalité de tout ça, c'est un avantage fiscal, en fait, hein, pour éviter, bien évidemment, de payer un impôt sur les successions aussi en France. Donc, ça, c'est sûr que c'est dans le radar actuellement. Est-ce que ça va passer? Je ne sais pas. Alors, sachez également que de façon globale, hein, là, il risque d'y avoir quand même un certain nombre de réformes fiscales, aussi bien au niveau de l'impôt sur le revenu que sur les successions et donations, dans les mois qui viennent avec le nouveau gouvernement en place. Peu importe quel qu'il soit, il y en aura des réformes fiscales. Donc ça peut faire partie des choses qui peuvent être dans le collimateur, effectivement. Là, pour l'instant, à ma connaissance, j'ai pas eu sauf s'il y a eu quelque chose cet été, mais j'ai pas eu de vent que ça a été mis en place. Parfait. On va faire les deux dernières questions. Jean-Louis nous dit, si le revenu est uniquement américain et pas de revenu français, a-t-on des impôts sur le revenu en France? C'est pour l'immobilier, hein, Olivier. Je sais. C'est pour de l'immobilier, ça? D'accord. C'est la personne qui a posé la question pour l'immobilier, une personne qui est D'accord. américaine, qui a de Donc en fait, l'immobilier. non. Ouais. Bah non, justement, si vous habitez, donc demain vous rentrez vivre en France, vous avez que des revenus locatifs, par exemple américains, bah, comme on l'a évoqué tout à l'heure avec Alexandre, c'est que du coup, il n'y aura pas de frottement fiscal puisque vous n'aurez pas d'autres revenus qui seront taxables en France. Donc il y aura un crédit d'impôt qui correspondra à l'impôt français, donc pas d'impôt. Alors pas d'impôt au niveau de l'impôt sur le revenu. Attention à l'impôt sur la fortune, puisque quand on est résident fiscaux, alors tout dépend aussi de votre statut, quand on est résident fiscal en France, hein, on est taxé sur l'impôt sur la fortune au niveau de son patrimoine immobilier mondial. Donc, sauf si vous êtes citoyen américain, vous venez vivre en France, vous n'avez pas été utilisé pendant 3 ans en France, mais que vous n'avez pas le passeport français, là, il y a des cas d'exemption. Mais de façon générale, faites attention à l'impôt sur la fortune. Donc, dans tous les autres cas, pour l'impôt sur le revenu, Alain, enfin, pas Alain, excusez-moi, la personne qui était, il n'y aura pas d'impôt complémentaire à payer en France et ce sont que des revenus locatifs.
Américain. Voilà, on a beaucoup de remerciements. Charlotte, Jawad et Charlotte d'ailleurs qui avait une question. Savez-vous quelles sont les sociétés qui proposent des cash value life insurance et acceptent un changement d'adresse de résidence pour une adresse en France une fois qu'on est rentré? Oui, Alors, absolument. Alors, il faut savoir que il faut faire attention, hein, aux États-Unis. Ce type de contrat peut être avec des compagnies qui ont des stockholders derrière, du private equity ou des compagnies mutuelles d'assurance. Il faut absolument travailler avec des compagnies mutuelles d'assurance. C'est ce que l'on privilégie. Dans ces quatre compagnies majeures d'assurance aux États-Unis, on va privilégier Guardian Life Insurance, puisqu'il y a un certain nombre d'avantages pour nous, Français des États-Unis, pour pouvoir déjà, un, accéder à l'instrument, et deuxièmement, en cas de retour en France, vous pouvez en effet changer votre adresse pour l'adresse française sans problème. Donc, il faut juste savoir qu'il faut faire l'application et la signature du contrat sur le sol américain. C'est juste ça à comprendre et à savoir. Et après, vous pouvez changer l'adresse pour l'adresse française sans problème. Vous pouvez même déjà avoir une adresse maintenant en France, c'est pas un problème. Il faut avoir une transaction du côté américain et un lien d'assurabilité du côté des États-Unis. Donc, si vous habitez encore aux US, n'hésitez pas à le mettre en place avant de partir. Merci à tous les trois. On avait dit qu'on dépasserait de maximum 10 minutes. Bah, ça y est, on l'a fait. Euh, top. Je veux juste rapidement, parce que je reçois beaucoup de mails à ce sujet, tous les webinaires que vous voyez sur French Morning, en fait, quand vous descendez tout en bas de la homepage, vous cliquez sur webinaire et là, vous allez retrouver tous les webinaires en fait, assez simplement qu'on a fait. Et là, vous rentrez sur l'article et directement, vous avez accès à l'article. Donc, merci encore tous les trois. Je pense que on reparlera d'autres sujets de patrimoine et de fiscalité. Donc, je vous dis à bientôt et merci encore. Bonne rentrée à tous et à bientôt sur French Morning. Au revoir. Romain, à très Merci vite. beaucoup. au revoir, à Au bientôt. revoir. À bientôt.